Bonjour Brice Teinturier. Bonjour, Jeff. Merci d'être avec nous ce matin. Vous serez d'ailleurs demain à la soirée électorale de France 2, mais en avant-première, si j'ose dire, vous allez nous parler de ce qu'on attend de ces élections. Les électeurs vont donc s'exprimer demain. Est-ce qu'on peut avoir des surprises? Toutes vos enquêtes d'opinion montrent une très forte avance pour la liste de Jordan Bardella, mais aussi beaucoup d'électeurs indécis. Est-ce qu'il y en a un certain nombre qui vont se décider uniquement demain? Oui, on a 15% d'électeurs qui nous disent d'ailleurs explicitement qu'ils vont se décider soit la veille ou l'avant-veille du scrutin, soit le jour même. Donc il peut y avoir sur l'atterrissage final encore beaucoup de surprises, d'écarts qui peuvent bouger, de marge d'erreur. La photo n'est pas cristallisée, moi j'insiste là-dessus. On a des grandes tendances bien évidemment, mais l'atterrissage final est loin d'être cristallisé. Vous parlez d'atterrissage final, est-ce que ça veut dire que l'ordre d'arrivée, avec ce que encore une fois, vos études et vos enquêtes montrent une liste macroniste deuxième du scrutin derrière celle de Jordan Bardella et devant celle de Raphaël Glucksmann, une sorte de tiercé qui n'est pas figé en quelque sorte. On pourrait avoir des surprises. Le tiercé n'est pas figé. Malgré tout, la liste de Jordan Bardella, dans toutes nos enquêtes, a une avance considérable. C'est beaucoup plus sur la deuxième et la troisième place qu'il y a vraiment de l'enjeu, puisque là, on est dans quelque chose qui s'est beaucoup resserré. Et on ne peut pas savoir si Raphaël Glucksmann ne sera devant, derrière, Valérie Ayé. C'est là où il y a encore du jeu, de l'enjeu, et du coup des véritables raisons d'aller voter, je crois, dimanche. L'abstention, précisément, puisque vous parlez d'aller voter, est traditionnellement forte dans les élections européennes. En 2019, cependant, on avait connu une légère progression de la participation par rapport au précédent scrutin de 2014. À quoi s'attend-on cette fois-ci, Brice Teinturier? Alors exactement, en 2019, on avait eu 50,1% de participation, ce qui était plutôt un bon résultat, une bonne surprise par rapport aux précédentes européennes. Ce qui veut dire qu'on vote peu aux européennes, puisque 50, voilà, c'est déjà bien. 1 sur 2, et on se dit c'est déjà bien. Là, on ne devrait pas être dans ce 50%. Dans nos enquêtes, on est plutôt sur entre 45 et 49% de participation, un poids moyen aux alentours de 47%, donc un peu en dessous du résultat 2019. Mais encore une fois, il reste 2 jours. Et du coup, sur la participation, qui est un enjeu majeur aussi, qui peut peser sur le résultat lui-même, il y a encore un peu d'incertitude. Sur les enjeux et les motivations des électeurs, c'est vrai que depuis 48 heures, on parle beaucoup de politique internationale, de la situation en Ukraine avec la venue de Joe Biden et de Volodymyr Zelensky. On parle beaucoup de la guerre à Gaza, mais c'est, vous allez nous le confirmer, sur des considérations économiques, identitaires, franco-françaises, que beaucoup d'électeurs vont faire leur choix. Absolument. On a plutôt, même par rapport à 2019, une hausse du nombre d'électeurs qui nous disent qu'ils vont se déterminer en fonction d'enjeux strictement nationaux. On est à 53-54% sur cette dimension-là, plutôt que la dimension européenne. Et dans les enjeux qui préoccupent véritablement les Français et qui vont constituer leur levier du vote, on a notamment le pouvoir d'achat, mais l'immigration qui a beaucoup joué, beaucoup plus qu'en 2019, qui s'est imposée comme un des thèmes dominants, et où la crédibilité des listes n'est pas du tout au même niveau, suivant celle que vous prenez. L'immigration, c'est le cheval de bataille du Rassemblement national et le grand fait politique auquel on s'attend demain, dimanche. C'est cette probable victoire du RN, de la liste, en tout cas menée par Jordan Bardella, excusez-moi. Si on y ajoute les scores promis à Marion Maréchal, à Florian Philippot, à François Asselineau, on obtient, toujours selon vos enquêtes d'opinion, une extrême droite qui serait autour de 40%. C'est considérable. C'est considérable, c'est tout à fait inédit. Alors, déjà, on l'a un peu oublié, mais et en 2019 et en 2014, le Rassemblement national était arrivé en tête et à des niveaux très importants. Mais pas dans les mêmes proportions. Pas dans les mêmes proportions, mais malgré tout entre 24 et 25%. Là, on aurait une poussée supplémentaire. Et vous avez raison de souligner qu'il y a d'autres forces politiques. Marion Maréchal, Philippot avec les Patriotes. Et tout ça peut constituer un bloc dans la zone des 40%. Est-ce que c'est transposable à une élection nationale, à une élection présidentielle? Ça veut dire que le fameux plafond de verre dont on parle toujours, aujourd'hui, il est pas loin d'être crevé pour l'extrême droite. Non, ce n'est pas mécaniquement transposable. Il faut analyser d'abord les européennes de 2024 par rapport aux européennes de 2019. Malgré tout, on regardera aussi par rapport aux résultats de la présidentielle de 2022 et ce que cela peut donner. Mais ce n'est pas le même scrutin, c'est un scrutin proportionnaliste, ce ne sont pas les mêmes enjeux. Il n'y a pas la question de la qualification pour le second tour, la question du leadership, de sa personnalité est décisive pour la présidentielle. Là, ça joue beaucoup moins. Donc ce serait une erreur de transposer mécaniquement le résultat de dimanche soir sur la présidentielle à venir. L'autre enseignement attendu de ce scrutin, c'est quand même une sanction sévère pour le parti Renaissance et ses alliés, autour de 15% selon vos dernières enquêtes d'opinion.
Est-ce que un score aussi faible pour la liste qui est fidèle au président de la République, c'est déjà arrivé? Et est-ce que C'est arrivé une fois. Oui. C'est arrivé une fois sous François Hollande, où la liste de la majorité présidentielle de l'époque avait obtenu 14%. La liste du Parti socialiste, en l'occurrence. Socialiste. Donc pour le coup, oui, il y a eu un précédent si on est dans cette zone-là. Pour le coup aussi, ça affaiblit malgré tout considérablement l'aura du gouvernement. C'est une difficulté supplémentaire. Et ce qui va beaucoup jouer, c'est de regarder l'écart entre la liste menée par Bardella et la liste menée par Valérie Ayé. Ça aussi, ça sera un point en 2019. Là, on est plutôt sur quelque chose de supérieur à 15 points. Du simple au double. Du simple au double, tout à fait. Est-ce que constitutionnellement, il faut le rappeler, juridiquement, le score des européennes oblige en quelque sorte le président de la République à faire des modifications, des réformes ou à changer de Premier ministre, par exemple, si le score est très faible? Pas du tout, ce sont des élections européennes. Le président a eu un mandat qu'il a obtenu en 2022 et qui court. Donc il n'y a pas d'obligation constitutionnelle, juridique, etc. En revanche, il y a de la pression politique. Et les marges de manœuvre sont assez étroites, compte tenu déjà de l'absence de majorité à l'Assemblée nationale et des faibles possibilités de substantiellement modifier la donne. La situation s'annonce également nouvelle à gauche, avec, vous le dites dans vos enquêtes et vous le répétez ce matin, une poussée attendue de la liste socialiste et Place Publique de Raphaël Glucksmann. Est-ce que ça annoncerait, selon vous, un vrai rééquilibrage à gauche, ou ça ne peut être, comme on en a connu dans d'autres élections européennes, un feu de paille sans lendemain, cette poussée de la liste socialiste? Pas un feu de paille sans lendemain. Je pense que si effectivement la liste menée par Raphaël Glucksmann est largement devant, 3, 4, 5 points, celle menée par Manon Aubry, c'est un rééquilibrage au sein de l'espace des gauches. Maintenant, encore une fois, la présidentielle, c'est autre chose. Donc ça veut dire que même si elle est dépassée, la liste de Manon Aubry ne va pas invalider, bien évidemment, la France insoumise au moment de la présidentielle. Mais on aura un nouvel équilibre qui ne sera plus celui issu des législatives et de la présidentielle de 2022. Un nouvel équilibre au Parlement européen. Est-ce qu'on s'attend à un grand bouleversement? Les grands partis, malgré les poussées nationalistes dans différents pays, devraient peu ou prou garder leurs équilibres précisément. Oui, absolument. Alors, il y a une poussée des listes nationalistes ou d'extrême droite. Dans certains pays, il y a un recul. En Pologne, en Italie, il devrait y avoir un recul. Mais en France, une poussée. Et globalement, cela ne devrait pas substantiellement changer les grands équilibres du Parlement européen. Merci beaucoup, Brice Teinturier. Merci. On a entendu ce matin vos analyses sur les intentions de vote. Demain, sur le plateau de France 2, on vous retrouvera sur les résultats en dur, si j'ose dire, les vrais résultats, les vrais, à partir de 20h sur nos antennes. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bonne journée. Merci à tous les deux. Jeff aussi, vous allez participer à cette soirée électorale à suivre à partir de 19h25. Et vous-même aussi. Et vous aussi, Maya. Avec Francis Letellier. Si mes informations sont bonnes, vous y serez également. Que des talents réunis sur un même plateau.